Merci d'écouter RFM, il est midi et voici le grand journal. À la une, les 208 soldats sénégalais rentrés de mission de Gambie et testés positifs au coronavirus, ils sont tous guéris. Le directeur de la santé des armées dès le début de cette édition. La situation sanitaire et les rassemblements provoqués par la visite de Macky Sall dans le Sine Saloum. Reportage à Touba qui s'apprête à accueillir le Grand Magal. Là-bas, on rit sous cap après avoir vu les foules qui ont accompagné le chef de l'État. Ziguinchor impatiente de revoir Aline Sitoé Diatta. Le bateau reprend ses voyages entre Dakar et le sud du pays après une longue pause coronavirus. Notre reportage sur le quai de Ziguinchor tout à l'heure. Les bonnes notes de l'enseignement privé catholique, plus de 90% de taux de réussite au baccalauréat 2020. La classe politique réagit aux déclarations d'Aïmérou Ning, le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, qui a affirmé que Macky Sall peut juridiquement se présenter à la présidentielle pour la 3e fois. Le grand journal sur RFM et l'actualité internationale, elle sera présentée par Georges Déthié Diop. Au Mali, le médiateur de la CEDEAO attendu à Bamako mercredi, le groupe chargé de nommer le président de la transition se réunit ce lundi. Le second ultimatum de la CEDEAO expire demain mardi. En Côte d'Ivoire, l'opposition engage le bras de fer contre Alassane Ouattara, contre donc un 3e mandat, appel à la désobéissance civile, diversement apprécié à Abidjan. Rendez-vous ensuite avec Malal Junior Diagne pour les sports. Réouverture du stade Léopold Sédar Senghor aux athlètes. La fédération sénégalaise salue la mesure et parle d'opportunités pour une meilleure préparation. Fatou Diouk remporte la Coupe de France de volleyball. L'international sénégalais nous parle de sa saison dans ce 12 heures. On parlera également de l'équipe nationale U20 de football qui est en mode de relance depuis le centre Guéro. Youssou Ndiaye, l'entraîneur Youssou Dabo, va nous expliquer son plan de relance pour remettre ses joueurs au point. Komba Sanyan Faye nous rejoindra pour Coronie aux épuis aujourd'hui, 21 septembre, journée internationale de la paix. Notre question du jour d'un point de vue, la situation en Casamance dans le sud du Sénégal. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. Ils étaient en mission en Gambie sous le drapeau de la CEDEAO. Ils sont rentrés au Sénégal et ont été testés positifs au Covid-19. Nous vous en parlions la semaine dernière sur un contingent de 600 militaires sénégalais, 208 contaminés au coronavirus donc et hospitalisés au centre des armées de Guéréo, près d'Mbour. Ils sont tous rentrés à la maison après avoir été testés négatifs. Le directeur de la santé des armées, le médecin-colonel Abdoul Aziz Ndiaye. Selon le protocole national, si quelqu'un est dépisté est asymptomatique, après 10 jours, on le déclare guéri. C'est dans ce cadre justement que tous nos éléments qui étaient entre Guéréo, d'ailleurs les 208, après plus de 10 jours, on les a libérés conformément au protocole national. Donc, ils sont tous guéris et ils ont repris le travail. C'est des gens qui rentrent des missions. Ils ont droit quand même à des permissions. Donc, ils sont en permission présentement, conformément au protocole dans les armées également. Les gens qui rentrent des missions ont droit à des permissions. Ils sont chez eux en train de se reposer. Dans le groupe, évidemment, il y avait des gens négatifs et des gens positifs. Tout ça entre dans le cadre du protocole national. Actuellement, on ne teste plus les contacts asymptomatiques. Et même les cas étaient asymptomatiques également. Mais est-ce que vous savez comment ces soldats qui faisaient partie de la force de la CEDEAO en Gambie ont été contaminés? Ils sont dans une zone endémique et qui sont en contact avec les populations entre eux également. Donc, d'après l'investigation que nous avons faite, la contamination a eu lieu, soit en contact avec les populations, bien en contact avec certains qui étaient en contact avec les populations. C'est des voyageurs, c'est des gens qui étaient à l'étranger, arrivés ici, on les a dépistés et justement on a vu qu'il y a des contacts, qu'il y a des positifs. Le médecin-colonel Abdoul Aziz Ndiaye s'entretenait avec Elash Diogoudjen. Le bilan du jour du coronavirus au Sénégal, 0 décès, mais 24 nouveaux cas de contamination. La bonne nouvelle, c'est le nombre de personnes guéries. Sur 997 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,41%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 15 cas contacts suivis par nos services et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diamniadio 1, Fan 1, Fanok 1,
Guédiawaye 1, Kédougou 1, Mbao 1, Mbour 1, Ouagouniaï 1 et Ouakam 1. 198 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 20 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 738 cas ont été déclarés positifs, dont 11 458 guéris, 302 décédés et donc 2 977 patients sous traitement. Le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis ces craintes de rebond de la maladie à coronavirus au Sénégal avec ces rassemblements qui ont déjà eu lieu ou qui approchent. La tournée du président Macky Sall dans le centre du Sénégal ce week-end et ces foules qui l'ont accueilli, qui l'ont accompagné. Qu'en pense-t-on à Touba, la ville qui s'apprête à abriter le Grand Magal? Sourire au coin, des habitants de cette ville avertissent le chef de l'État d'ailleurs. Ne provoquez pas des attroupements ici quand vous viendrez rendre visite au Khalife à la veille du Magal, disent-ils. Un reportage de Marema Diop. Tout sauf des rassemblements, c'est ce que préconise ce père de famille rencontré à Daro Marnan. Ablaye Mbeng est contre la démarche du président Macky Sall. Je ne suis pas pour un accueil populaire du président. Ces tournées économiques ressemblent plus à de la campagne électorale déguisée. C'est la même chose pour les inondations. Cheikh Thioro Mbacké est membre de PASTEF. Selon lui, Macky Sall a foulé aux pieds les mesures sanitaires, mais à Touba, il est tenu de se conformer au ndigal du Khalife. Les Sénégalais ont fini par avoir raison de lui. C'est inadmissible ces images de mobilisation qu'on a vues à Fatick alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Mais ici à Touba, il est obligé de se conformer à la volonté du Khalife. Nostalgique des accueils présidentiels populaires, Khadim Silla est responsable APR Touba. Mais dans ce contexte de Covid-19, il opte pour la sobriété. Ces moments d'accueil du président nous manquent quand même parce que vous savez, l'année dernière, cet accueil s'est déroulé dans la sobriété. Mais en tant que citoyen ici, il faut dire que la situation n'est pas du tout facile. Et toutes les activités connexes au Magal, ces activités ont été presque annulées. Et maintenant, en tant que talibé, nous restons à l'écoute du Khalife général des Mourides. Macky Sall est attendu à Touba dans les jours à venir, mais les populations l'invitent à ne pas porter un sérieux coup au plan de riposte contre la Covid-19. Marema Diop, Touba, RFM. Le coronavirus qui avait obligé le bateau Aline Sitoé Diatta à rester à quai depuis 6 mois. Le navire va lever l'ancre et va reprendre ses rotations Dakar-Ziguinchor-Dakar à partir de demain mardi 22 septembre. Départ 20h, départ de Dakar. Ça donne le sourire à Ziguinchor où les activités économiques liées à cette desserte maritime, elles vont aussi reprendre. La correspondance de Lamine Ba. La remobilisation aux alentours du port suffit à renseigner les visiteurs de la reprise imminente du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor. Les commerçantes installées devant le portail du port n'ont qu'un seul mot en bouche. Marie-Claire Badiane vend du citron, de l'huile de palme et même du charbon de bois devant le portail du port de Ziguinchor. Quand je suis arrivé, j'ai constaté que les sapeurs et les femmes de ménage étaient en train de nettoyer le port. Ça m'a fait énormément plaisir. On a souffert depuis la dernière semaine du mois de mars que le trafic n'a plus lieu. Mais là, je vous assure qu'on est très contente, très contente. La soixantaine révolue nous explique que son business a subi de lourds dommages durant la période de suspension du trafic. Il est fréquent de voir des gens venir acheter des produits de la Casamance parce qu'ils adorent ça souvent. Mais depuis lors, on n'a plus bénéficié de cet avantage-là. Et là, on en souffre. Khadi Fati, elle aussi, s'active dans le commerce du produit Made in Casamance aux alentours du port de Ziguinchor. Elle affiche le même enthousiasme. La reprise du trafic, nous en sommes très satisfaites parce qu'on ne vous le cache pas, on a beaucoup souffert de cette longue pause. Quand on a appris la nouvelle, ça nous a fait énormément plaisir. Nous prions que cela continue.
Astou Sagna est une de ces femmes qui ravitaillent les revendeuses installées au port de Ziguinchor. Elle explique que la décision des autorités va permettre de redresser l'activité économique presque à terre sur ce site. Je fais partie de celles qui ravitaillent les femmes qui revendent les produits ici au niveau du port de Ziguinchor. J'ai beaucoup de produits, mais je vous assure que le commerce est à terre ici depuis que les bateaux ne circulent plus. L'annonce par Kosama de la reprise du trafic maritime n'a fait que des erreurs, mais les femmes qui s'activent au petit commerce aux alentours du port de Ziguinchor sont les plus enthousiastes à l'idée de voir à nouveau des milliers de passagers défiler devant elles. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Ziguinchor et toute la Casamance, le processus de paix, on en parle d'un point de vue tout à l'heure à l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée aujourd'hui. Le 21 septembre, c'est également la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. 50 millions de cas recensés sur toute la planète. Toutes les 3 secondes, quelqu'un dans le monde développe une démence. Au Sénégal, difficile d'obtenir ces chiffres officiels. Des chiffres officiels sur cette pathologie neurodégénérative. Toutefois, beaucoup d'actions sur la sensibilisation, la prévention. Awambaye. Une mobilisation autour des personnes atteintes d'Alzheimer, c'est un appel du chef du bureau de la santé mentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le docteur Diegantine voudrait que l'on se concentre plus sur les personnes âgées. Selon lui, c'est elles qui en souffrent le plus. Ensemble, offrons des repères aux personnes âgées. Nous dirons que la maladie d'Alzheimer cause 65% des cas de démence. Et la démence est un véritable problème actuellement chez les personnes âgées. Parce que plus on avance dans l'âge, plus on a un plus grand risque de vivre la démence. Une association est mise sur pied et sa mission, sensibiliser les populations sur cette maladie neurodégénérative qui entraîne des troubles de la mémoire. Le docteur Diegantine en parle. Le ministère de la Santé a, depuis 2019, avec des acteurs des familles, ont mis en place une association nationale maladie d'Alzheimer et des pathologies neuroévolutives. Et dans ce cadre, cette association fait des formations au profit des acteurs de santé, fait beaucoup de communication et de sensibilisation pour faire connaître cette maladie d'Alzheimer et surtout permettre aux personnes âgées de bien vivre leur démence. Au Sénégal, difficile d'avoir de vraies statistiques sur le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer, mais elle est bien réelle et les populations doivent bien en tenir compte en accordant une place importante à la prévention, et cela à travers le respect des règles d'une bonne hygiène de vie. Awambaye, RFM, le grand journal midi et 13 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Le gouverneur de Dakar a procédé ce matin au lancement de l'opération Fendi, une opération destinée à évacuer les eaux de pluie dans les zones inondées dans la capitale. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA dégagée d'ailleurs pour soutenir plus de 7000 sinistrés. Le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, s'en est expliqué il y a quelques minutes au micro de Salimata Aou. Le lancement. Ça démarre avec ce que nous avons et ça peut évidemment évoluer. Donc ce serait un peu hasardeux de dire que là, ça va coûter parce que les plus continuent. Nous démarrons peut-être avec une enveloppe de 200 à 300 millions. Le temps de voir ce que cela va donner. Mais peut-être que ça va être revu à la hausse. Il y a également toujours en guise d'appui aux sinistrés des matelas dont l'acquisition est en cours. Et certainement sous peu, vous aurez peut-être des matelas qui seront offerts aux sinistrés qui n'ont rien à voir avec les matelas déjà sur lesquels évidemment ils dorment la nuit. Donc voilà tout cela. Donc ça évolue. Donc nous faisons des requêtes et en fonction de la pertinence de ces requêtes, évidemment, l'autorité réagit et accompagne. À ce jour, nous travaillons sur la base de déclaration de sinistres. À ce jour, nous avons sur notre fichier, donc base de données, à peu près 7000 déclarations de sinistres. Mais il peut arriver que dans une habitation, qu'il y ait 2 voire 3 déclarations. Parce que, évidemment, c'est peut-être le système de ménage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, nous tournons autour de 7300
déclaration de sinistre. Et le toilettage maintenant se fait avec des enquêteurs que nous mettons, que nous mobilisons et qui vont faire le tour domicile sinistré pour un tout petit peu stabiliser le fichier. Le gouverneur de Dakar, le lancement de cette opération Fendi, il a eu lieu ce matin sur le parking du stade Léopold Senghor à Dakar. Environnement toujours dans ce grand journal, vous avez entendu sur notre antenne le maire de Bargny déclarer son opposition à l'implantation d'une usine de production de fer de la société turque Tosyali dans sa commune. Mais les associations à Bargny, elles ne sont pas pour autant rassurées. Écoutez Fatou Samba, la présidente du groupement des femmes transformatrices de produits de mer, ces femmes qui travaillent sur le site de Khelcom à Bargny. Il y a quelque chose qui l'a motivé parce qu'il y avait les jeunes, les femmes ont réagi dernièrement et maintenant sont les jeunes et toute la population de Bargny. Maintenant, ce qui reste à faire, que ça soit par écrit ou bien du commencement jusqu'à la fin, qu'il soit avec les Bargnois. Nous espérons que tout Bargny serait heureux de constater qu'on est tous ensemble pour lutter contre ces installations. On l'avait fait parce qu'il y avait la COP 21, donc en 2015. On avait organisé un marche avec les Yanamar, le maître Aladji Diouf. Tout Bargny s'était dit qu'on n'a pas besoin de la centrale à charbon. Donc le maire était avec nous. On avait organisé une marche de Bargny Gate à la mairie. Il avait annoncé publiquement qu'il n'était pas d'accord sur l'installation de la centrale. Mais ce qui s'est passé après, il a dit que Béoué Numbous, donc on ne pouvait plus rien faire, rien que d'attendre et avoir un peu d'argent pour le mettre dans les caisses de la commune. Et nous espérons que ça ne se passera pas comme ça. Témoignage recueilli par Abdou Diouf Diagne. L'érection de Keur Massar en département va permettre de régler les problèmes de la localité comme les inondations. C'est la conviction de Maître Ousmane Sey, le vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, estime que le futur département doit être doté de moyens nécessaires pour son développement. Maître Ousmane Sey, dans nos studios ce matin, il était l'invité de RFM Matin. C'est une bonne décision. Parce que ériger Keur Massar en département, sur le plan administratif, sur le plan financier et sur le plan économique, c'est une bonne chose. Un département, d'abord, il y aura un conseil départemental qui sera chargé de faire inscrire sur le budget de l'État tous les moyens financiers dans le département de Keur Massar. Keur Massar ne sera pas simplement une commune, mais sera composé de plusieurs communes, de 2, 3 ou 4 communes. Vous pensez à quelle commune, vous, par exemple? Mais je crois que la plus grande commune du Sénégal, peut-être, c'est Pikine. Je crois qu'on peut procéder au redécoupage de la commune de la ville de Pikine pour que Keur Massar bénéficie de certaines communes. Ensuite, sur le plan administratif, Keur Massar aura un préfet, un sous-préfet, et des maires qui pourront prendre en charge le financement nécessaire. Il est vrai que l'assainissement est du domaine de l'État, mais un département peut faire inscrire le budget nécessaire à l'assainissement de son département dans le budget de l'État. Il y a 30 milliards d'investissements qui sont actuellement prévus Keur Massar, mais un département est à même de prendre en charge cet investissement pour que l'investissement soit fait à bon escient. Éducation, dans ce grand journal, éducation, et c'est l'un des titres de cette édition, le bon taux de réussite à l'examen du baccalauréat 2020 de l'enseignement privé catholique, plus de 90% avec 435 mentions. Quelles sont les recettes de l'enseignement privé catholique? Question à l'abbé Georges Ngiran Diouf, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de l'archidiocèse de Dakar, au micro de Koumbasanyan Faye. Pour nous, l'éducation est un grand engagement de l'Église. Et tous les acteurs des écoles catholiques s'inscrivent alors dans une longue tradition éducative de l'Église. Et la conscience est là. On a le devoir, celui de toujours contribuer à la construction de la société humaine. Et tous ces acteurs qui sont dans les écoles catholiques, les personnels enseignants, administratifs, techniques et de services et toutes nos directions, chacun est conscient de ce devoir de jouer sa partition pour éduquer au nom de l'Église. C'est un travail soutenu. Donc, on a continué de travailler, on a accompagné les élèves. Il y a une proximité que nous avons par rapport à l'apprenant. Donc, nous les prenons en charge, nous les accompagnons. Il y a une pédagogie qui veut s'occuper de tout un chacun. Donc, on essaie de prendre chaque élève à son niveau pour l'amener à un niveau plus élevé. L'engagement des équipes
pour aider les élèves. Et donc, il y a cette confiance, cette motivation, cette confiance qu'on donne aux élèves qui justifie tout cela. On a eu beaucoup de mentions cette année. 435 mentions, dont une dizaine de mentions très bien et 80 mentions bien. Donc, je pense que c'est un travail soutenu. On a toujours essayé de travailler. Il y a une régularité qui explique la réussite aussi. Il y a eu un travail en ligne qui a été fait quand on a arrêté les classes. Un travail en ligne, des exercices qui sont donnés, un suivi constant de nos élèves. On n'a jamais lâché les élèves en quelque sorte. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Midi 19, cette information de notre correspondant à Kaolack, Ibrahima Diami, qui nous fait savoir que Macky Sall, le président de la République, il est attendu d'une minute à l'autre à la gouvernance de Kaolack pour présider une réunion de réception de matériel du PUDC. C'est la dernière phase de sa tournée agricole dans le bassin arachidier, du matériel prévu pour les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, mais réceptionné donc à Kaolack. Il s'agit de matériel d'allègement composé pour l'essentiel de batteuses à mil, de décortiqueuses et de moulins à mil. Macky Sall et son mandat actuel, deuxième ou premier, en tout cas, le président du groupe Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, Aymérou Gningue, invité hier dans le grand jury, l'émission sur la RFM. Aymérou Gningue estime que Macky Sall, il a juridiquement le droit de se représenter en 2024. Cela va faire donc 3 fois qu'il brigue le suffrage des Sénégalais pour devenir encore président de la République. Vous avez sans doute suivi ça et là, les réactions de la classe politique. La parole maintenant à des experts, des analystes sur cette sortie d'Aymérou Gningue, un sujet préparé par Mohamed Ali Mouba. Selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques, le professeur Moussa Diaw, la sortie du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar confirme la rumeur. La majorité est d'accord pour un troisième mandat. Oui, sa déclaration est une forme de soutien au troisième mandat du président de la République. C'est un débat qui revient encore. Mais ça peut expliquer qu'on n'a pas respecté qu'on ne respecte pas les règles du jeu. Alors voilà la situation. Et chaque fois dans le paysage politique, certains partisans se permettent, peut-être une façon de faire un clin d'œil, reviennent sur la possibilité d'un troisième mandat. Moi, je pense qu'il faudra que le président close ce débat. Mais seulement, Babacar Dione estime pour sa part que les journalistes ne sont pas étrangers à l'installation de ce débat sur l'espace public. Babacar Dione est journaliste, directeur de publication de l'I-Quotidien. Je crois que ce que réellement le président Macky Sall voulait, il l'a eu. Il a eu tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en train de banaliser cette question de la troisième candidature du président Macky Sall. On est en train tout simplement de la banaliser parce que le débat s'est posé pour ou contre. Alors d'ici 2024, on aura donc le temps tout simplement de poser le débat. Et là, je ne serai pas très sincèrement surpris de voir le président Macky Sall dire oui qu'il va se présenter. Juridiquement, les analystes estiment que la candidature de Macky Sall est recevable en l'absence de dispositions transitoires dans la Constitution. Mais moralement et politiquement, c'est trop risqué, ça peut faire désordre. RFM. L'actualité internationale. Un journal international présenté par Georges Déthieu. Bonjour. Bonjour Babacar. Le médiateur de la CEDEAO attendu à Bamako après-demain mercredi, on parle de la crise malienne alors. Oui, une visite de Goodluck Jonathan pour évaluer la situation alors qu'à l'issue d'une rencontre la semaine dernière à Accra avec la junte, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest avaient donné jusqu'à mardi aux militaires pour désigner un président et un premier ministre civil pour diriger la transition sous peine de durcir l'embargo en vigueur depuis le coup d'État. Et puis selon Jeune Afrique, le groupe chargé de nommer le président de transition se réunit ce lundi. Le collège devrait comprendre 5 représentants de la junte, 2 du M5 RFP, 2 religieux et 2 autres de la société civile. Par ailleurs, notez que Cheikh Tidiane Gadio est désigné envoyé spécial de l'Organisation internationale de la francophonie pour le suivi de la situation au Mali. Le député ancien ministre des Affaires étrangères sera chargé d'appuyer la secrétaire générale de la francophonie dans l'accompagnement du processus de transition civile. Dans les prochains jours, Cheikh Tidiane Gadio va conduire une mission à Bamako.
La présidentielle en Côte d'Ivoire, l'appel de l'opposition à une désobéissance civile, diversement apprécié à Abidjan. L'ancien président Henri Konan Bédié a lancé cet appel au nom de l'opposition face à ce qu'il appelle la forfaiture de la candidature controversée d'Alassane Ouattara. À Abidjan, les avis divergent sur cette sortie de l'opposition. Gobia Yabi. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henri Konan Bédié, a appelé l'opposition ivoirienne dans son entièreté à la désobéissance civile hier 20 septembre 2020. Selon lui, elle s'imposerait face à la forfaiture de Alassane Ouattara. Les Ivoiriens se prononcent sur cet appel. Pour ma part, je pense que ce n'est pas la solution. Je prône plutôt pour une solution de dialogue, de discuter, et que chacune des parties accepte de perdre un peu pour le bien de tous. Le président Ouattara est un brigand. Il a toujours brigandé. Tout ce qu'il a réussi à faire dans ce pays, c'est par le brigandage constitutionnel. Je suis entièrement d'accord avec ce que le président Bédié a dit. Et nous allons suivre son mot d'ordre. Je suis tout à fait d'accord parce qu'au niveau de la validation des candidatures, je n'ai que nenni. Et donc, aller dans ce genre de contexte-là, aux élections, c'est un peu accepter la forfaiture du président Alassane Ouattara. Je suis en plein droit de boycotter ces élections parce qu'elles ne rentrent pas dans le libre cours des accords qui ont été d'abord passés, dans le respect de la parole donnée par le président de la République, Alassane Ouattara. Tout ce qu'on est dedans, c'est le président Bédié là qui a dit qu'on n'a qu'à aller voter. Il nous a dit d'aller voter. Il nous a garanti que ça n'allait pas nous créer des problèmes en 2020. Le reportage de Gobia Yabi en Côte d'Ivoire. Les crimes de guerre en Centrafrique, un ancien officier de l'armée centrafricaine arrêté et placé en détention en France. Eric Damboy Bagal, ex-responsable de la garde de François Bouzizé, a été interpellé et placé en garde à vue mardi par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et crimes de guerre et la section de recherche de gendarmerie de Besançon. Ensuite, il a été mis en examen vendredi selon le parquet national antiterroriste. Eric Damboy Bagal est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre. Il est également mis en examen pour actes de torture et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de guerre pour des faits commis entre 2007 et 2014 en tant que responsable de la garde présidentielle, puis en tant que responsable des milices anti-Balaka. Coup d'envoi ce lundi de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette année, le coronavirus a bouleversé le programme. Les rencontres seront en grande majorité virtuelles et les discours ont été préenregistrés. C'est demain que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va s'adresser à l'Assemblée générale. Il devrait appeler de ses voeux un vaccin contre le Covid-19 distribué équitablement dans le monde, ainsi qu'un cessez-le-feu global. Il sera suivi par les discours des chefs d'État diffusés tour à tour. Babacar. Le journal international était présenté par Georges Détié-Diop. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, d'un point de vue, il porte sur le processus de paix en Casamance, notamment la question de la réconciliation entre les différentes factions du MFDC. Question à l'occasion de la célébration aujourd'hui 21 septembre de la Journée internationale de la paix. RFM Sport. Les sports, un journal de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, c'est en 2021. Les Lionceaux du Sénégal entrent dans leur deuxième semaine de rassemblement. De rassemblement et de relance sur le plan physique au centre Youssou Ndiaye de Guéro. Leur entraîneur Youssouf Dabo a fait le point après 15 jours de regroupement avec Solekan. On est arrivé ici lundi dernier. Mais déjà, il fallait faire les tests de Covid. Nous avions effectué finalement le mardi pour avoir les résultats le mercredi soir. Donc, alhamdulillah, tout s'est bien passé. Tout le monde est négatif. Et le travail a été entamé jeudi soir. Voilà. Donc, de jeudi à hier, on s'est entraîné avec un rythme de 2 séances par jour. Donc ça s'est bien passé. On a retrouvé des joueurs avec un état de physique différent, ce qui est normal. Là, on a repris tout doucement pour ne pas en tout cas forcer le travail.
On va entamer notre deuxième semaine de prépa, mais toujours avec un travail assez léger pour redémarrer la machine, on va dire. Les regroupés n'étaient pas difficiles. Il fallait au préalable un protocole sanitaire qu'il fallait suivre. C'est surtout ça qui était un peu compliqué, le temps d'attente après avoir effectué les tests. Donc c'était un peu stressant, le temps de recevoir les résultats, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la préparation dans son ensemble, quoi. Info Mercato avec l'Olympique de Marseille qui continue de renforcer son effectif. Le club phocéen vient de faire signer un jeune Brésilien de 18 ans du nom de Luis Enrique. Nous parlons d'athlétisme avec les responsables de la Fédération sénégalaise qui saluent la mesure du gouvernement de réouvrir le stade Léopold Sédar Senghor, ou du moins sa piste pour la préparation des athlètes. Papa Serindia est le directeur technique de la Fédération sénégalaise. Tout d'abord, je salue l'initiative parce que je l'ai dit tantôt à travers d'autres créneaux qu'il fallait rouvrir les stades pour permettre aux athlètes de commencer leur pratique. Pourquoi? Parce que les autres pays, les autres athlètes ont poursuivi les entraînements et ont commencé à faire des compétitions. Il y a même des pays qui ont organisé des championnats nationaux et les compétitions au niveau international aussi continuent à se dérouler. Donc si nos athlètes restent sédentaires pendant 6 mois, cela va impacter sur leur performance parce qu'ils seront frappés par le principe de la réversibilité. Ils seront obligés de reprendre à zéro pour vraiment être au pic de leur forme. Pour finir, Babacar, on parle de volleyball. Avec Fatou Diouk, la capitaine de l'équipe nationale de volleyball, l'équipe féminine, Fatou Diouk, elle a remporté la Coupe de France avec son club. C'était hier son équipe pays d'Axe Venel de volleyball en France. Nous l'avons jointe ce matin au téléphone en France et elle s'est dit toute heureuse. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir et une impression de travail accompli que je savoure cette Coupe de France, que je savoure cette médaille d'or. C'est vraiment quelque chose qu'on s'attendait vraiment pas du tout, mais on a bossé dur pour l'avoir et enfin on l'a eu, donc ça fait vraiment du plaisir. On va dire que cette situation de Covid nous a fait beaucoup de bien. On a eu à peu près 5 mois où on s'est bien entraîné physiquement, mais aussi les muscles se sont reposés, je pense, et que aussi quand on est revenu, on avait vraiment envie de rejouer, de retoucher le ballon. Après, ce qui était sympa, c'est que toutes les équipes étaient au même niveau du coup, donc tout le monde s'est arrêté en même temps et tout, donc là, vraiment, ça se jouait, on va dire, sur l'envie, l'expérience, la combativité et l'équipe qui n'a pas lâché a pu gagner. Donc c'est pour ça que la victoire a été vraiment doublement sucrée. Félicitations à la Lyon Babacar. Merci Malal Junior Diagne, c'était le journal des sports. RFM 94.0, la radio en puissance. Maintenant, Coro News. Skoumba Sadian Faye sur la progression de la maladie à coronavirus dans le monde. Le Sénégal n'a enregistré aucun cas de décès. Ces dernières 24 heures, seulement 24 nouveaux cas ont été recensés. Et l'information du jour, c'est le nombre élevé des cas de guéris, 198, un record depuis le début de la pandémie. Au Sénégal, au Maroc, voilà 15 jours que le pays a rouvert ses frontières aux touristes étrangers, mais l'annonce n'a pas permis de relancer ce secteur clé pour l'économie. Le Maroc enregistre une perte de plus d'1 milliard d'euros dans la crise sanitaire, soit plus de 655 milliards de francs CFA. Afrique et Covid, toujours un comité régional d'experts sur la médecine traditionnelle pour la Covid est formé par l'Organisation mondiale de la santé, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies et la Commission des affaires sociales de l'Union africaine approuve un protocole pour les essais cliniques de phase 3 de la phytothérapie pour la Covid-19. Ces experts approuvent également une charte et des termes de référence pour la mise en place d'un conseil de surveillance des données et de la sécurité des essais cliniques de phytothérapie. Des restrictions sont constatées. Au Royaume-Uni, un couvre-feu y est en vigueur de 22h à 5h du matin dans les pubs et les lieux de divertissement. En Espagne, un reconfinement partiel de Madrid a été décidé par la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Concernant la circulation des voyageurs, l'Arménie a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres
reste jusqu'en 2021. Le préfet de Martinique a pris un arrêté limitant le nombre hebdomadaire de passagers en provenance de la Guadeloupe. Le flux sera diminué de moitié sur les compagnies aériennes. Coronavirus, toujours, des scientifiques ont découvert un test rapide qui peut diagnostiquer avec précision une infection au coronavirus en 90 minutes sans avoir besoin de recourir à un laboratoire spécialisé. L'étude de l'Imperial College de Londres a montré que le laboratoire miniature donnait des résultats comparables à ceux des centres de tests actuels. L'appareil est déjà utilisé dans 8 hôpitaux publics britanniques pour identifier rapidement les patients porteurs du virus. RFM, la presse du jour. La revue de presse à midi est passée de 35 minutes. Mohamed Ali Mouba et à la une, la visite de Macky Sall dans le Sine Saloum ce week-end. Bonjour. À la une, la tournée économique du président Macky Sall. Le journal Le Soleil constate que le président dit boucler sa tournée sur une note d'espoir au regard de l'abondance de la pluviométrie et du comportement satisfaisant des champs. Il a annoncé dans la foulée plusieurs programmes, notamment de renforcement, de mécanisation et de modernisation de l'agriculture. Le journal, qui continue de se lâcher, note que les producteurs sont invités à s'organiser en coopérative. Le privé national engagé à investir dans l'agro-business. 6 milliards de francs CFA accordés à plus de 44 000 ménages aussi. Dans le journal Le Quotidien, Macky Sall prend la parole et affirme « J'ai voulu montrer que l'agriculture n'est pas que l'affaire des agriculteurs ». Le journal L'Info estime pour sa part que Macky table sur le riz de plateau pour l'autosuffisance en riz. Justement, dans Vox Populi, Macky Sall invite les hommes d'affaires à y mettre leurs sous. Investissez dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'élevage intensif, leur a-t-il lancé. Mais la tournée de Macky Sall, ce n'est pas que du beau et du bon. Il y a des ombres au tableau du président. En fait, Macky mobilise mais bafoue les mesures barrières, relève le journal LAS. Les leaders apéristes font fi de la directive de Macky et défient par la même occasion le coronavirus, écrit Vox Populi. Macky sans geste barrière, bûcheronne de son côté le journal Tribune qui en fait son titre principal. Sur cette tournée économique toujours, Source A fait focus sur ce que cela a coûté à Gourgourlou. L'échappée du président a coûté les yeux de la tête. Beaucoup d'argent a été décaissé. Revoilà l'équation du troisième mandat. Macky Sall peut-il déjà briguer un troisième mandat? À cette question, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aimé Roying, répond sans ambages dans le grand jury de la RFM. Il affirme que Macky, juridiquement, peut bel et bien briguer un troisième mandat. Ce n'est même pas une question qui doit être posée, dit-il, puisque cela a été réglé par la Constitution. Pour Sud Quotidien, le spectre prend forme. Aimé Roying relance le débat. Mais Macky Sall est dans un boulevard ouvert et avec beaucoup d'obstacles à franchir. Le commentateur de Vox Populi note en tout cas que les signaux sont réunis. Signaux d'un wah-wahet comme Abdoulaye Wade en 2012. Le journal L'Observateur constate proprement pour sa part une justice à deux vitesses au sujet de ce troisième mandat. Silence total à la paire, on prépare l'opinion à une éventuelle troisième candidature du président. Le juriste Ahmadou Gaye tranche le débat à ce sujet. Dans Source, selon lui, il n'y a pas matière à débat. La Constitution en l'état ne permet pas un troisième mandat. Titre de Source A, voilà qui remet Aimé Roying à sa place. Mais le journal La Tribune estime que ce n'est pas simplement une affaire de droit, mais c'est une question morale aussi. Vouloir faire briguer un troisième mandat après tout ce qu'on a connu en 2012, c'est proprement scandaleux, c'est indigne. Fin de citation. Dans Vox Populi, l'autre fantassin de la paire, c'est Gueye qui se lâche pour apporter la réplique à Sonko au sujet des inondations et des élections locales. Pour lui, Sonko a habitué les Sénégalais à des pétards mouillés. Sa démarche populiste, haineuse et anti-républicaine renseigne sur ces handicaps massifs pour un homme qui veut se construire un destin national. Seydou Gueye estime qu'il faudra tenir par ailleurs les élections locales en 2021 et stabiliser une fois pour toutes les questions électorales. À la une de Libération, Fencer Files, Lamine et Massata Diack à nouveau impliqués dans 112 opérations bancaires suspectes. Citibank, selon Libé, a fermé les yeux sur 112 virements suspects de montant de plus de 55 millions de dollars impliquant Lamine et son fils Pape Massata. C'est ce que révèlent les Fencer Files, la nouvelle enquête mondiale du consortium international des journalistes d'investigation. Dans le journal Les Échos, le dossier Iba Thiam, Dame Amar et compagnie qui échappe au champ criminel. Après 5 mois d'instruction, le juge du 8e cabinet a envoyé la bande devant le juge correctionnel. Les avocats l'ont appris à travers leurs clients. Simplement bizarre, constate le journal. Dans le journal
record, Angleterre, doublé contre Chelsea, Sadio Mané crucifie les Blues. Troisième, Reds a réussi un doublé à Stamford Bridge, constate le confrère. Dans Stade Quotidien, c'est masterclass avec un doublé, Sadio Mané qui crucifie Chelsea et ouvre la voie à Mendy. Sadio dans le top 30 des meilleurs buteurs des Reds. Dans le journal Sunulamb, combat acté, promesse d'une rude bagarre. Boignan 2 et Tapha Tine annoncent la couleur. Boignan 2 affirme la bagarre est inévitable, rien ne peut m'ébranler. Tapha Tine rétorque, c'est le combat de l'année. Soulevez Boignan pour le déposer à terre. Parole donnée. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Notre question du jour, le 21 septembre, aujourd'hui, la journée internationale de la paix. Alors nous allons parler du processus de paix en Casamance, un conflit qui dure maintenant depuis presque 38 ans. Pour en parler, Ibrahima Amadjeme, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, le GRPC. Bonjour Ibrahima Amadjeme. Bonjour Babacar. Et puis en habitué de cette antenne, Ibrahima Gassama, notre confrère, journaliste et observateur de la crise casamançaise. Bonjour Ibrahima. Bonjour Babacar et bonjour à toute la rédaction. Merci. Alors nous allons faire focus sur les différentes entités du MFDC parce qu'il y a une accalmie, mais c'est quand même le statu quo concernant ce processus, les négociations notamment. Ibrahima Amadjeme, où en êtes-vous avec cette réconciliation souhaitée de toutes les factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC? Merci M. Fall de m'avoir donné l'occasion d'être avec mon jeune frère et ami Ibrahima Gassama pour un peu contribuer à une réflexion d'ordre national sur ce qu'on devrait pouvoir faire pour sortir définitivement de la crise en Casamance. Alors, je voudrais dire tout simplement qu'en tant que membre du GRPC, nous avons salué, n'est-ce pas, avec l'ensemble des Sénégalais, les résultats atteints depuis pratiquement 2012 que nous nous investissons pour ramener un peu le calme dans la région sud du pays. Il se trouve que, effectivement, ce qui est souhaité, c'est que les plénipotentiaires du gouvernement puissent discuter avec un MFDC réunifié. Parce que nous savons que ce mouvement, depuis pratiquement sa naissance, mais à partir du moment où il est entré en contact avec les officiels de l'État, n'est-ce pas, a connu des difficultés qui ont conduit à son émiettement. Et on a pensé que peut-être la meilleure manière de pouvoir aller discuter de façon utile, c'était d'avoir un MFDC unifié. C'était l'idéal. Mais on se rend compte que si on n'a pas ce que l'on veut, on pourrait peut-être se contenter de ce que l'on a. Aujourd'hui, le statu quo est que, à l'origine, il y avait deux MFDC, le front sud et le front nord. Et le front nord était, disait-on, plus acquis à la cause de la paix que le front sud, qui lui était assez radical. Mais aujourd'hui, ces deux fronts se sont cassés, chacun en deux parties, et on se retrouve avec quatre groupes. Ce qui rend la tâche des médiateurs, des facilitateurs difficile. Ibrahima Gassama, alors, réconciliation possible ou impossible entre les différents chefs rebelles, les différents chefs du MFDC? Oui, c'est une tâche assez difficile au sein d'abord du MFDC parce que mon frère Amadjeme l'a dit, il y a eu des cassures entre les deux fronts et celle de Salif Sadio aujourd'hui a pris ses distances. D'ailleurs, c'est elle qui discute à Rome avec les émissaires, le comité ad hoc mis en place par le chef de l'État. Mais en même temps, il y a les autres composantes du MFDC qui, entre-temps, avaient parachevé une réunification qui avait mis ensemble l'aile de César Atoute Badiat, celle de Ibrahima Kompas Diatta, même si aujourd'hui on parle aussi d'Adama Sané, qu'on voudrait le positionner, ce qui a amené entre-temps une querelle de leadership, mais qui est en train d'être palliée. Alors il y a un comité qui a été mis sur pied, qu'on appelle comité provisoire des ailes politiques et militaires du MFDC, qui regroupe toutes ces factions, sauf celle de Salif Sadio. Et au sein
de ce comité, il y a eu de petits problèmes de malentendus, notamment avec la composante Diakaï qui est au nord dans le département de Bignona, avec ce collectif des sages qui est autour qu'on appelle Assaninga. Aujourd'hui, on est en train de vouloir mettre d'abord ces maillons au sein du comité provisoire ensemble, qui devraient en principe pouvoir parler au nom de toutes les ailes, celles de César, de Compass, de Paul et de Diakaï. Maintenant, il restera à voir comment articuler tout cela à ce qui se fait déjà, puisque Salif Sadio a tranché, il dit qu'il n'est pas dans cette dynamique, même si des pourparlers seraient en cours, seront certains pour l'amener à accepter ses frères, mais lui il dit qu'il a opté pour des discussions à Rome avec un seul médiateur qui est la communauté Santé Gidio. Les autres exigent qu'il y ait d'abord des assises internes qui permettront de pallier ces difficultés et de choisir ensemble des interlocuteurs qui iront démarrer des négociations, des discussions officielles avec l'État. Voilà un peu ce qui bloque, mais les démarches sont en cours avec des partenaires, des facilitateurs qui sont en train d'aider MFDC à parachever tout cela. Oui, Ibrahim Amadieme disait tout à l'heure qu'à défaut d'une réconciliation générale dans les rangs du MFDC, qu'il faut se contenter de ce qui existe. Faut-il alors que le gouvernement commence à discuter à nouveau avec ceux qui veulent dialoguer? Oui, en fait, j'étais en train effectivement de le dire. Pour nous autres du GRPC, nous savons que l'aile de Salif Sadio a déjà commencé ses discussions avec l'État du Sénégal depuis pratiquement les années 2012-2013. Vous savez, les discussions ont abouti à la libération des soldats qu'il détenait par devers lui, n'est-ce pas, leur libération qui a été facilitée, entre autres, par la République sœur de Gambie. Alors, depuis lors, il a accepté, lui, Salif Sadio, donc, de discuter avec Santé Gidio et avec le comité ad hoc, qui est l'organe qui discute pour le compte de l'État du Sénégal. Et il restait les autres partis qui étaient en train de se chercher, parce que d'abord, comme l'a appelé Gassama, c'était la partie de César, Atoute-Badia, de Compass, qui n'était pas dans le processus tel que souhaité par Salif. Et ces gens-là sont restés pendant très longtemps en rade. Aujourd'hui, effectivement, ils sont dans une dynamique unitaire et souhaitent aller discuter avec l'État du Sénégal unifié. Comme l'a rappelé Gassama, il y a le MFDC armé, donc militaire, il y a le MFDC politique, n'est-ce pas, qui lui a ses organisations, ses structures à l'intérieur du territoire sénégalais, tout comme à l'extérieur. Et dans le contexte actuel, il est difficile justement de pouvoir réunir tout cela avant de discuter. Et nous pensons que, faute de pouvoir les rencontrer unifiés, il faut peut-être discuter avec ceux qui sont prêts à le faire. Oui. Et je pense que du côté de Salif, c'est déjà lancé. Maintenant, pourquoi ça n'avance pas? Nous ne sommes pas dans les secrets de ceux. D'autant plus, Ibrahim Amadieme, et ça c'est une question pour votre homonyme Ibrahim Gassama, d'autant plus que le contexte sous-régional est favorable. La Gambie et Yamé n'est plus là, c'est Adama Barrow qui s'entend bien avec Macky Sall et le Sénégal, tout comme Omar Sissoko Mbalo du côté de la Guinée-Bissau, un pays où souvent des chefs rebelles vont se réfugier. Alors, tout est là pour commencer à discuter, non? Oui, tout est là, sauf que peut-être, Babacar, depuis, à moins que ça ait changé entre-temps, mais la Gambie et la Guinée-Bissau, qui, il faut le rappeler, avaient joué un grand rôle lors du président Abdou Diouf, puisque ces pays étaient comme des pays observateurs garants qui ont contribué à plusieurs accords, à Banjul, à Kaché ou en Guinée-Bissau, mais entre-temps, il y a eu... Il y a eu quand même des ambivalences de la part des Yamé, c'est pour cela d'ailleurs que... Il y a eu de petits problèmes qui ont amené le MFDC à disqualifier, selon leurs termes, ces deux pays. C'est pour cela ils ont plus parlé de négociations en terrain neutre hors de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Mais par rapport à l'opportunité dont vous parlez, moi je pense qu'aujourd'hui c'est à l'État de porter, d'assurer le lead de tout cela en faisant des offres de dialogue
officielle aux autres composants du MFDC, comme cela a été fait avec Salif Sadio, cela nécessairement va amener à une option de négociation séparée. Si oui, il faut le faire parce que les opportunités sont là. Nous avons une accalmie, nous avons une forte volonté des populations aujourd'hui et c'est là aussi l'urgence puisqu'aujourd'hui les populations déplacées et réfugiées veulent regagner leur localité avec ou sans l'aval du MFDC et de l'État, ce qui est une nouveauté puisque d'habitude ces populations craignaient pour l'insécurité mais aujourd'hui au prix de leur vie, elles veulent regagner leur village et tout cela doit être tributaire de négociations, de discussions qui pourraient aboutir à un accord de cessez-le-feu d'abord, puisque pour que les choses puissent se calmer, maintenant que le gouvernement porte le lead, soit le lead un peu dans tout cela, en faisant des offres officielles de dialogue au MFDC avec un agenda bien défini, mais en donnant à la société civile ce travail-là, cette tâche-là, puisque la société civile pourra faire le plaidoyer au nom de l'État qui en même temps juge et partie, ce qui a posé problème quelquefois au sein des négociations parce que les MFDC pensant parfois que l'État n'a pas trop confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut également positionner la société civile qui pourrait jouer ce rôle-là en amenant ces offres de l'État vers les autres composantes, ce qui pourrait déclencher vers des négociations autant avec Salif qu'avec les autres groupes restants. Merci les Ibrahima, Gassama, journaliste, observateur de la crise casamançaise. Merci également à Ibrahima Ama Diémé, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, le GRPC. Revenez à 13h30, messieurs, pour la suite de ce débat dans le grand journal en Wolof que va vous présenter Mamadou Mohamed Ndiaye. Merci à Laï et Yacine qui étaient à la régie. Coordination de ce grand journal, et là, Ndiogoudienne. Restez avec nous et les